Paris, décembre 1961. La France du général de Gaulle s'apprête à basculer dans une nouvelle ère, celle des transistors et des blousons noirs, mais elle ne le sait pas encore tout à fait. Dans les coulisses feutrées de l'Olympia, le temple sacré du Music Hall, une rencontre va pourtant sceller le destin de toute une génération. Ce soir-là, Johnny Hallyday, le fauve, qui scandalise les bourgeois en se roulant par terre, croise pour la première fois le regard d'une jeune lycéenne blonde d'origine bulgare, Sylvie Vartan. Elle n'a que 17 ans, elle est la première partie du spectacle de Vince Taylor, et elle possède une assurance froide qui tranche avec l'hystérie ambiante. La légende raconte que Johnny, fasciné par cette silhouette gracile et ce visage de poupée boudeuse, l'a d'abord prise pour une Anglaise. Il s'approche charmeur maladroit et lui lance « Pour une Anglaise, tu te débrouilles pas mal en français ». La réponse de Sylvie cingle comme un coup de fouet « Je suis française, mon vieux ». Loin de le refroidir, cette répartie insolente allume une étincelle immédiate dans les yeux du rocker. Lui, l'écorché vif, l'enfant de la balle abandonné par son père, est instantanément captivé par cette jeune fille, issue d'une famille aimante et structurée, qui semble posséder tout l'équilibre qui lui manque. Ce n'est pas encore l'amour, mais c'est déjà une reconnaissance mutuelle. Ils sont beaux, ils sont jeunes, et ils incarnent tous les deux cette vague yéyé qui déferle sur l'hexagone. Dans l'ombre des loges, entre 2 cigarettes et 3 accords de guitare, une complicité se tisse. Eddie Vartan, le frère de Sylvie et chef d'orchestre, veille au grain méfiant envers ce voyou à la réputation sulfureuse. Mais il est déjà trop tard. Les aimants se sont trouvés. Johnny voit en Sylvie son miroir inversé. Elle est la glace, il est le feu. Il ne le sait pas encore, mais cette fille, aux allures de sage lycéenne, sera la seule femme capable de lui tenir tête, de dompter ses démons et de transformer sa vie en une épopée rock'n'roll sans précédent. Si les premiers mois de leur idylle se vivent dans le secret relatif des tournées et des studios d'enregistrement, l'année 1963 marque un tournant irréversible. La rumeur enfle dans tout Paris, l'idole des jeunes et la collégienne du twist seraient ensemble. Impossible de garder le secret plus longtemps face à une presse adolescente en pleine explosion avide de créer des mythes. C'est sur les ondes d'Europe 1, lors d'un voyage aux États-Unis, qu'ils choisissent d'officialiser leur relation. « Nous sommes presque fiancés », lâche-t-il, déclenchant une onde de choc qui traverse le pays. Dès cet instant, ils cessent d'être 2 individus pour devenir une entité insécable, Johnny et Sylvie. Ils sont les fiancés de la France, l'équivalent hexagonal de ce que seront plus tard les couples glamour d'Hollywood. Le magazine salue les copains, en fait ces héros récurrents, placardant leur bonheur sur papier glacé à des millions d'exemplaires. Mais cette officialisation a un prix exorbitant, la perte totale de leur intimité. Où qu'ils aillent de Saint-Tropez à Nashville, une meute de photographes les talonne. Chaque baiser, chaque dispute, chaque regard est scruté, analysé et vendu. Leur voyage en Amérique, censé être une échappatoire romantique au pays d'Elvis, se transforme en un road trip médiatique. On les voit en Cadillac, en jeans, dévorant des hamburgers, incarnant le rêve américain pour une jeunesse française qui a soif de liberté. Ils sont magnifiques et insouciants, mais derrière les sourires de façade, la pression monte. Sylvie, plus posée, tente de protéger leur jardin secret, mais Johnny, bête de scène qui se nourrit de l'adrénaline, joue le jeu dangereux de la surexposition. Ils deviennent le couple royal de la pop culture. Les fans campent devant chez eux, les lettres d'amour et de menaces pleuvent. Ils ne s'appartiennent plus. Leur histoire d'amour est devenue le feuilleton préféré des Français, un scénario écrit en temps réel, sous les flashs aveuglants qui ne leur laissent aucun répit, transformant leur passion naissante en un spectacle permanent. Alors que le couple semble toucher les étoiles invulnérables dans sa bulle dorée, la réalité administrative de la France gaulliste les rattrape brutalement en mai 1964. Johnny Hallyday, l'idole rebelle qui fait trembler les bourgeois, doit rentrer dans le rang. Il devient le soldat Smet Jean-Philippe, matricule 273. L'armée ne fait aucun cadeau, surtout pas au roi du rock. Direction le 43e régiment d'infanterie de marine à Offenbourg, en Allemagne de l'Ouest, pour 15 interminables mois sous les drapeaux. Pour 2 amoureux de 20 ans, habitués à l'adrénaline de la scène et à une liberté totale, c'est un déchirement absolu, une amputation physique et émotionnelle qui va mettre leur amour à l'épreuve du feu. La distance géographique creuse un fossé psychologique angoissant. Johnny troque ses costumes de scène sur mesure et sa guitare électrique contre un treillis informe et une discipline de fer.
L'humiliation de la tonte des cheveux symboliques de la perte d'identité pour le rocker le marque profondément. Là-bas, dans la grisaille des casernes allemandes, le fauve tourne en rond, rongé par l'ennui et surtout par la jalousie. Car pendant qu'il apprend à marcher au pas et à nettoyer son fusil, Sylvie, restée à Paris, ne l'attend pas en tricotant au coin du feu. Au contraire, sa carrière explose littéralement. Avec le tube « La plus belle pour aller danser », elle conquiert les charts voyage au Japon, aux États-Unis et devient une icône de mode internationale. Johnny, coincé dans son dortoir, lit les magazines et voit sa fiancée sourire au monde sans lui. La peur viscérale d'être oublié, d'être remplacé par un autre s'installe dans ses tripes. L'épreuve est terrible, ponctuée par des permissions rares qui ressemblent à des opérations commando. Lorsqu'il revient à Paris pour quelques heures, ce n'est pas pour retrouver la douceur d'une alcôve, mais pour être aveuglé par les flashs dès le quai de la gare. Leurs retrouvailles sont volées, chronométrées, savourées, dans une urgence dramatique, sous l'œil voyeur de la France entière, qui compte les minutes avec eux. Pourtant, c'est cette souffrance qui va paradoxalement cimenter leur légende. Loin des yeux, ils deviennent encore plus obsédants pour le public. Sylvie incarne la figure de la fiancée idéale, digne et fidèle, renforçant l'identification de millions de jeunes couples séparés par le service national. C'est durant cette période trouble que Johnny enregistre Le Pénitencier, un cri de douleur qui résonne comme une métaphore de sa propre captivité, loin de sa belle. Le service militaire qui aurait dû éteindre la flamme agit comme un puissant soufflet. Il mythifie leur attente et prépare le terrain pour des retrouvailles qui ne seront plus celles de deux adolescents, mais de deux géants, prêts à régner sans partage, libérés des obligations militaires. Johnny veut sceller cette union devant Dieu et les hommes espérant peut-être trouver dans le mariage une forme de stabilité bourgeoise qui lui a toujours manqué. Mais ce qui devait être le plus beau jour de leur vie va se transformer en une émeute historique préfigurant la folie médiatique qui ne les lâchera plus jamais. Le 12 avril 1965, la minuscule commune de Loconville dans l'Oise, où les parents de Sylvie possèdent le manoir de Gagny, se réveille en état de siège. Le secret de la date, pourtant défendu comme un secret d'État par le clan Vartan, a été éventé par une indiscrétion de dernière minute. Dès l'aube, le village est envahi, piétiné, assiégé. C'est une scène surréaliste, digne d'un film de Fellini qui se joue dans la campagne française. Plus de 2000 personnes, un mélange explosif de fans hystériques et de journalistes venus du monde entier, déferlent dans les ruelles étroites. Les photographes sont partout juchés sur les murs du cimetière, grimpés dans les arbres centenaires et même suspendus aux gouttières de l'église, prêts à risquer leur vie pour le cliché du siècle. Lorsque la Rolls-Royce blanche du couple tente péniblement de fendre la marée humaine, l'atmosphère n'est plus à la fête, mais à l'étouffement. Johnny, d'ordinaire si maître de ses nerfs, apparaît le visage fermé, livide, presque paniqué par cette foule incontrôlable. Sylvie, noyée sous un voile de dentelle traditionnelle, semble terrifiée, s'accrochant au bras de son père comme à une bouée de sauvetage dans cette tempête humaine. À l'intérieur de la petite église, le recueillement est impossible. Le vacarme de la foule qui hurle dehors couvre la voix du prêtre. Dans la nef, c'est la guerre des tranchées. Les paparazzis se donnent des coups de coude, montent sur les bancs de prière et les flashs crépitent comme des armes automatiques, transformant la cérémonie sacrée en une conférence de presse brutale. Les mariés échangent leurs vœux dans une cacophonie assourdissante sans même pouvoir s'entendre dire « oui ». Ce mariage qui marquait l'apogée du glamour yéyé devient instantanément le symbole de leur prison dorée. L'innocence est morte ce jour-là à Loconville. Ils réalisent au moment même de s'unir qu'ils ne seront jamais un couple normal. Ils sont les Kennedy de la France, une propriété publique dont chaque instant de bonheur doit être partagé, disséqué et vendu. La réception qui suit au manoir, bien que fastueuse avec le tout Paris, garde ce goût amer d'une intimité violée. Ils sont mari et femme, mais ils sont surtout des survivants d'une tornade médiatique qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer et qui menace déjà de les engloutir. Les années qui suivent la naissance de leur fils David en 1966 ne sont pas celles de l'apaisement, mais de l'accélération vertigineuse vers l'abîme. Le couple Hallyday-Vartan vit sur un volcan en éruption permanente. Leur quotidien est un tourbillon insensé de tournées internationales, d'enregistrements nocturnes de fêtes décadentes et de scènes de ménage homériques qui font trembler les murs de leur appartement de l'avenue Foch. Ils s'aiment avec une violence inouïe, mais ils se déchirent avec la même intensité. Deux soleils ne peuvent pas briller dans le même ciel sans finir par se brûler.
La jalousie maladive de Johnny couplée à l'indépendance farouche de Sylvie, qui refuse d'être une simple femme d'eux, crée un climat électrique toxique où la passion flirte dangereusement avec la destruction. Le destin fatigué de leurs excès va se charger de matérialiser cette fracture lors d'une nuit glaciale qui changera leur visage à jamais. Le 20 février 1970, alors qu'ils font route vers Besançon pour un gala, Johnny est au volant de sa Citroën DS 21 Palace. Il roule vite, trop vite, comme toujours cherchant dans la vitesse un exutoire à ses démons intérieurs. Sur la nationale verglacée près d'Europe, le bolide dérape incontrôlablement et vient se fracasser avec une violence inouïe dans un fossé. Le silence qui suit le bruit de la tôle froissée est terrifiant. Le bilan est lourd dramatique. Johnny s'en sort avec le nez fracturé, mais Sylvie, qui dormait sur le siège passager, est gravement touchée. Projeté contre le pare-brise, son visage de poupée, celui-là même qui faisait rêver l'Amérique et le Japon, est méconnaissable, ensanglanté. Cet accident est bien plus qu'un fait divers routier. C'est le point de bascule tragique de leur histoire. Sylvie devra partir de longs mois aux États-Unis pour subir de multiples opérations de chirurgie esthétique, vivant un calvaire physique et psychologique loin de son mari. Cette tragédie marque la fin de l'insouciance des années 60. Les cicatrices ne sont pas seulement sur la peau, elles sont gravées dans l'âme de leur couple. Johnny portera toute sa vie la culpabilité d'avoir abîmé la femme qu'il aimait, tandis que Sylvie reviendra changée, plus dure, plus résiliente, mais aussi plus distante. L'asphalte humide de l'Est de la France a brisé le miroir de la perfection. Ils continueront à s'aimer certes, mais l'image du couple idéal est fissurée. La mort les a frôlés, leur rappelant brutalement que leur jeunesse n'était pas éternelle et que leur mode de vie incandescent avait un prix exorbitant qu'ils commençaient tout juste à payer. La décennie 1970 ressemble à une longue et douloureuse agonie amoureuse, ponctuée de réconciliations spectaculaires et de séparations médiatisées. Ils essaient encore et encore de recoller les morceaux de ce vase brisé, notamment pour le bien de David, mais la dynamique a changé. Johnny sombre de plus en plus dans ses paradis artificiels et ses virées nocturnes, tandis que Sylvie, devenue une showwoman à l'américaine, aspire à une vie différente, loin du chaos destructeur du rocker. Ils ont grandi, mais ils ont grandi dans des directions opposées. La passion dévorante des débuts s'est muée en une incompréhension chronique. Ils sont devenus deux géants, deux monstres sacrés, trop imposants pour partager le même territoire sans s'étouffer mutuellement. Le couperet tombe officiellement le 5 novembre 1980. Le divorce est prononcé. La France est en deuil, le couple mythique, celui qu'on croyait insubmersible, jette l'éponge. C'est la fin du rêve yéyé, la fin d'une époque où tout semblait possible. Les fans pleurent comme s'ils avaient perdu un membre de leur propre famille. Pourtant, cette rupture administrative, loin de détruire leur lien, va paradoxalement le sauver et le sublimer. Libérés du carcan du mariage et de l'obligation de réussir leur couple aux yeux du public, Johnny et Sylvie vont inventer une nouvelle forme d'amour plus haute, plus pure, indestructible. Ils deviennent des frères de sang, des âmes sœurs, liés par une histoire que personne d'autre ne peut comprendre. Sylvie restera à jamais la seule femme que Johnny respectait et craignait tout à la fois sa préférence éternelle. Ils ne cesseront jamais de se retrouver sur scène, ces instants magiques où, micro en main, ils se regardaient avec une complicité intacte chantant « J'ai un problème » comme un hymne à leur passé tumultueux. Jusqu'au dernier souffle du taulier en décembre 2017, Sylvie sera là ombre bienveillante et pilier inébranlable. En se quittant, ils ont réussi ce que peu de couples parviennent à faire entrer ensemble dans la légende. Ils ont prouvé que l'amour pouvait survivre à la fin de l'amour. Aujourd'hui encore, quand on évoque Johnny, l'image de Sylvie n'est jamais loin et inversement. Ils sont les Tristan et Isolde de la chanson française unis à jamais dans la mémoire collective. Leur histoire n'est pas celle d'un échec conjugal, mais celle d'une réussite mythologique. Ils ont brûlé la chandelle par les deux bouts pour éclairer la jeunesse de tout un pays, laissant derrière eux une traînée de poudre et de lumière qui ne s'éteindra jamais.